thème de marché un peu plus macroéconomique, d'une certaine manière, avec Jean-Jacques Oana, qui est à nos côtés en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On reparle de la stagflation. C'est vrai que c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé ces derniers mois, et puis maintenant que l'idée de la récession est devant nous, on parle beaucoup de récession, la récession la plus attendue de l'histoire, et on a oublié un peu le schéma de stagflation, qui reste un schéma d'actualité, Jean-Jacques. Absolument. D'ailleurs, on peut commencer par définir ce que c'est. En fait, la stagflation, c'est une période économique où vous avez une baisse de la croissance, voire une récession, mais ça peut être tout simplement une baisse de la croissance, une stagnation de la croissance. Oui, c'est pas forcément moins 5% de croissance. Absolument, au contraire, absolument. Oui. Et une hausse structurelle de l'inflation. Et pour donner un petit peu des chiffres et remettre en perspective, donc vous avez le PIB nominal. Donc la croissance du PIB nominal, c'est la somme de la croissance réelle, donc sans l'inflation, et le taux d'inflation. Aujourd'hui, on est à 8% d'inflation aux États-Unis. Alors, c'est l'inflation, c'est avec les éléments volatiles, donc comprenant l'énergie et l'alimentation notamment. Et puis, vous êtes à une croissance inférieure à 2, autour de 1,5%. Donc vous êtes à un PIB nominal, grosso modo, à 10, quasiment, oui, voilà, quasiment 10%. Vous avez 80% qui est de l'inflation, et vous avez seulement 20% qui est de la croissance réelle. Pendant la décennie 2010, vous aviez l'inverse, c'est-à-dire que vous aviez une inflation qui était entre 0,5 et 1,5, donc inférieure à 2, et qui dépassait quasiment jamais les 2 d'ailleurs. C'était un des problèmes de la Réserve fédérale. Et vous aviez une croissance supérieure à 2. Donc vous aviez la majeure partie finalement du PIB nominal était représentée par la croissance réelle. Et dans la période récente, on va dire les 20 dernières années, il faut remonter à pré-2008. Donc 2006-2008, vous aviez un boom économique en Chine, une augmentation, une flambée des matières premières. Je rappelle qu'en 2008, en dollars, le pétrole, il a coté à peu près 140, quasiment 150 dollars le baril. Et vous aviez aussi une hausse de l'ensemble des matières premières, agricoles et métaux de base aussi. Et dans ce cadre-là, on a eu une inflation qui était autour de 4% et une croissance qui était en 2007 d'abord, qui était inférieure à 2, et puis après qui s'est effondrée. Transformée en récession. Voilà, lors de la grande crise de 2008. Et quand on regarde aujourd'hui l'écart entre l'inflation et la croissance, donc on est à 6% par rapport à ce que j'ai donné comme détail tout à l'heure, on est supérieur dans cet écart au niveau qu'on avait vu en 2008. Et donc en fait, si on retourne dans l'économie, finalement dans l'histoire économique, il faut revenir à peu près dans les années 80 pour voir un tel écart entre l'inflation constatée et la croissance constatée. Et puis même si vous prenez l'inflation anticipée, donc là je vais en 2023, donc je prends les consensus économiques. En 2023, vous avez une inflation autour de 4%, donc on voit qu'il y a une baisse, on passerait de 8 à 4. Ouais. Ça c'est l'inflation qui est anticipée par les États-Unis, le consensus des économistes. D'accord. Pour les États-Unis. Et une croissance qui est anticipée autour de 0%. Donc vous avez toujours cet écart de 4 points entre l'inflation et la croissance. Donc voilà ce qu'est la stagflation. Si on traduit ça en termes de marché, quels sont les indicateurs là, qui nous permettent de suivre l'évolution de ce régime de stagflation? On verra, est-ce qu'il est durable, est-ce qu'il est simplement transitoire, etc. Mais quels sont les indicateurs de marché qu'il faut suivre? Alors il y a un indicateur qui est clé, c'est le ratio entre les matières premières et le S&P 500, c'est-à-dire ou le MSCI World si vous voulez. Donc c'est-à-dire la performance relative entre les matières premières et les marchés boursiers. Alors, dans cette performance relative, il n'y a pas eu photo dans la décennie 2010, puisque c'était la technologie qui dominait et les matières premières qui ont eu une décennie absolument moribonde, avec le point d'orgue de cette décennie étant la crise de Covid, où le pétrole, je rappelle, il valait 0 à un moment, même négatif, en territoire négatif, le pétrole à court terme, évidemment. Et bien, finalement, depuis 2021 et surtout depuis 2022, avec une accélération depuis l'invasion russe en Ukraine, les matières premières ont repris le dessus. Et donc, quand on voit ce ratio, c'est-à-dire qu'il illustre, la hausse de ce ratio illustre une surperformance des matières premières
par rapport aux actions. Et ce qu'on voit, c'est que malgré la période récente de baisse forte des actions, les matières premières ont plutôt opposé une bonne résistance. C'est-à-dire que ce ratio n'a pas baissé. D'accord. Il s'est plutôt maintenu. Parce qu'on a vu quand même des cours de matières premières rebaisser assez drastiquement. Le pétrole a dû reperdre à un moment peut-être 30-40% en quelques mois, Jean-Jacques. Oui, mais alors en fait, il faut tout. C'est d'abord le pétrole est très volatile. Et il faut avoir une vue d'ensemble et une vue sur une longue période. Par exemple, depuis le début de l'année, si on arrête les compteurs aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a 20% de hausse à peu près sur le pétrole, mais sur des produits raffinés comme le gasoline, donc le pétrole sans plomb, l'essence sans plomb, donc les produits raffinés, autres produits raffinés, le diesel, de chauffage, le diesel, le fuel. On est à 80% sur le prix du gaz aux États-Unis, donc pas en Europe. Là, on est à plus 50%, malgré la baisse récente. Si vous prenez en fait les métaux de base, en effet, on est en baisse depuis le début de l'année parce qu'on anticipe la récession. Mais là encore, on voit une propension des marchés à vite corriger quand, si vous voulez, la conjoncture financière s'améliore, quand l'aversion au risque baisse. Je vais prendre un exemple ce mois-ci. Donc là, ces derniers jours, on a la Réserve fédérale qui diminue l'intensité de son resserrement. Bon, attendez, on verra, oui. Oui, mais en tout cas, dans les termes, dans les mots, si vous voulez. Dans l'idée, elle pourrait passer de 75 à 50 au mois de décembre. Voilà. Et donc, finalement, ce qui compte, c'est finalement la lecture du marché, c'est pas forcément la réalité. Et aujourd'hui, en effet, cela se traduit par une augmentation des bourses, une remontée. À peu près 5%, voire plus sur certains secteurs, 10% sur la techno en Europe, par exemple, depuis les bas. Une baisse du dollar, on va dire une correction du dollar, parce que voilà, petite détente. Voilà, une détente de la hausse du dollar. Et puis, on n'en parle pas beaucoup, mais une hausse des matières premières assez virulente, puisqu'on est à 10% de hausse sur le pétrole depuis le début du mois, 17% sur les produits raffinés, j'en ai parlé. Là, il y a une vraie divergence qui montre, qui traduit la rareté, qui traduit l'incapacité de raffiner. Donc, en fait, la surcapacité de l'économie par rapport à la demande, en réalité. Et puis, vous avez 8% de hausse sur l'aluminium. Donc, je rappelle qu'un des principaux coûts de production de l'aluminium, c'est l'électricité. Donc là encore, on voit très bien qu'on a que l'aluminium, les prix de l'aluminium sont tiraillés entre une anticipation de la baisse de la demande et une augmentation des coûts de production. Parce que sur un an, l'électricité, ça vaut encore 500 € le mégawattheure, par exemple, en Europe. Et ça valait, si vous voulez, avant la crise, ça valait 50. Voilà. Donc, maximum 80. Donc, on a encore en période longue, encore une fois, il faut regarder sur du long terme, on a multiplié les coûts de l'électricité à long terme par 10 à peu près. Donc on a une tension globale sur les matières premières qui se vérifie à chaque détente, finalement, des conditions financières. Dès qu'on reparle du pivot de la Fed, pour dire les choses simplement, voilà, il y a eu cette idée au début de l'été, cette idée n'a pas pu être prolongée parce que c'était sans doute trop tôt. Là, on repart avec l'idée du pivot de la Fed. Et dès que cette idée nourrit à nouveau le marché, tout de suite, on voit ce compartiment des matières premières qui repart à la hausse. Absolument. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'il y a quand même une résistance de la demande très très forte. Ça nous dit que le marché voit avant tout des contraintes sur l'offre de manière immédiate. Qu'est-ce que ça nous dit, cette situation ? En fait, ça traduit l'aspect de stagflation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les banques centrales vont desserrer ou les États finalement vont desserrer la vis et vont stimuler soit monétairement, soit budgétairement l'économie, il va y avoir en fait cette tension sur l'offre qui va venir sur le devant de la scène et qui se traduira par une hausse encore plus importante des matières premières. Et d'ailleurs, cela se voit aussi au niveau du leadership sectoriel. Si vous regardez aux États-Unis, vous avez les pétrolières plus 52%. Le secteur pétrolier n'a quasiment pas corrigé quand il y a eu la baisse du pétrole. Donc, ce qui montre bien que finalement, vous avez un leadership
qui a changé et qui est montré de manière assez claire par les marchés. C'est le patron de Saudi Aramco, je me souviens très très bien, avant la dernière réunion de l'OPEP+, qui a vu donc une coupe de la production de 2 millions de barils par jour. La veille, le patron de Saudi Aramco dit « Attention, le pétrole perdait 30%. Attention, le marché est beaucoup trop focalisé sur la question d'un éventuel affaiblissement de la demande. Le problème, ça reste celui de l'offre. » Voilà. Absolument. Et donc, et d'ailleurs, pour aller dans son sens, vous regardez les courbes de stock qui sont très importantes, les courbes d'inventaire, qui sont vraiment essentielles dans les matières premières. Et vous regardez les stocks aux États-Unis de pétrole, évidemment en incluant les réserves stratégiques, puisque les États-Unis ont été puisés dans les réserves stratégiques. Vous êtes au plus bas depuis 2000. Or, l'économie a cru depuis 2000. Donc, normalement, on aurait dû avoir une croissance des inventaires parallèle à la croissance de l'économie. Là, on est plus bas que 2000. Vous imaginez. Et vous regardez la même chose sur les métaux de base. Évidemment, il y a une bourse d'échange très importante qui s'appelle le LME. Bien sûr, à Londres. La bourse principale d'échange des métaux de base. Vous avez les stocks globaux des 4 métaux de base, donc cuivre, aluminium, nickel et zinc, qui sont au plus bas encore depuis 2005. Et de 2005, c'était le boom chinois. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez des cours de matières premières qui sont soutenus naturellement par une offre qui est restrictive et qui alimentera des hausses à chaque fois. Qu'il y aura un peu moins de pression sur la demande. Dès qu'on desserrera un petit peu la contrainte sur la demande, monétaire ou budgétaire, tout de suite, on aura cette révélation des prix à nouveau sur les matières premières pour des questions d'offres. Et c'est explosif. Parce que ce qui est très important, c'est que l'élasticité prix-demande sur les matières premières est quasiment infinie. C'est-à-dire qu'il vous faut une augmentation très importante des matières premières pour diminuer la demande. Et évidemment, les banques centrales ne vont pas pouvoir en permanence monter leurs taux pour régler cette question-là. Elles vont bien s'arrêter à un moment. La Fed en premier lieu, Jean-Jacques. Oui, alors en fait, il faut que vous passiez en territoire restrictif. Donc on voit la Fed y est, en tout cas. On voit qu'on a des taux réels qui sont désormais positifs, qui étaient négatifs. Donc on a une hausse de 300 points de base des taux réels, c'est considérable cette année, mais c'est nécessaire. Parce qu'on a stimulé l'économie au-delà de son potentiel, parce qu'on a eu aussi, il faut le noter, des coûts géopolitiques et des imprévus géopolitiques qui ont alimenté ce problème sur l'offre. Et donc aujourd'hui, la seule résolution économique de cette tension sur l'offre, c'est un ralentissement fort et une récession durable. Ça peut être aussi d'améliorer l'offre, Jean-Jacques, ou de transformer l'offre, ou de substituer l'offre. Alors, le problème de l'offre dans les matières premières, c'est terrible, c'est qu'en fait, ce sont des investissements long terme. Si vous n'avez pas investi à long terme, vous ne pouvez pas produire. C'est ce qui se passe dans les capacités de raffinage. Alors, pas seulement en France. Donc, à court terme, c'est la demande. Et à long terme, il faudra gérer quand même la question de l'offre. Voilà, et ça se produit grâce aux investissements, grâce à l'appétit des investisseurs pour les sociétés productrices de matières premières. Un problème majeur, mais on n'en parlera pas ici, mais c'est peut-être une question ouverte, c'est l'ESG. Parce qu'on a besoin de production des matières premières pour notre... ça reste des produits qui sont indispensables et qui investit. Et comment on stimule l'investissement et comment on rend, si vous voulez, on accommode la transition énergétique avec l'investissement dans des sociétés productrices de matières premières. L'ESG va se transformer. Enfin, ça existe depuis 10 ans maintenant. Il va y avoir une nouvelle étape, j'imagine. Forcément, les investisseurs en ont bien conscience. Probablement. En tout cas, pour l'instant, dans les indices ESG, ils sont largement sous-pondérés en pétrolière. Et ils sont souvent sous-pondérés, pas toujours, en sociétés de ressources de base. Et on a besoin des minières pour la transition énergétique. C'est clé. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cet éclairage et donc cette remise au goût du jour de ce schéma stagflationniste qui reste évidemment, en tout cas au moment où on se parle, une réalité pour les investisseurs. Jean-Jacques Oana qui est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.